L'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT offre un tout nouveau MOOC gratuit sur les plans de végétalisation. Dans la plus récente version du guide du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, l'élaboration d'un plan de végétalisation est devenue une étape incontournable dans la restauration des sites miniers au Québec. Ce cours en ligne, offert par la professeure Marie Guiteny, vous accompagnera pas à pas pour comprendre cette exigence et l'appliquer dans vos projets. Inscrivez-vous dès maintenant. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Mines et environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Marie-Ève Lacombe, conseillère en communication au service des communications et du recrutement de l'UQAT. Je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Alors, l'objectif des webinaires est le même. Donc, c'est d'offrir des conférences qui visent à présenter les résultats des travaux de recherche réalisés par les membres de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT pour qui le transfert des connaissances est une priorité. Alors, les conférences lors des webinaires sont offertes par des membres de l'Institut. Je vous rappelle quelques points d'information. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera d'une durée d'environ 40 minutes, suivie par une période de questions de 15 minutes. Je vous invite donc à utiliser l'outil questions-réponses pour adresser vos questions et non via le chat, s'il vous plaît. La conférence est enregistrée et sera disponible prochainement sur le site web des webinaires où vous trouverez justement les webinaires passés. Alors, aujourd'hui, nous accueillons deux professeurs titulaires, Carmen Mihaela Niculita et Éric Rosa, qui nous présentent une conférence intitulée « Caractérisation, traitement et gestion des contaminants d'intérêt émergent dans les eaux minières ». Pour le déroulement, alors la professeure Niculita débutera la présentation, suivie par le professeur Rosa qui prendra la parole pour la seconde partie, puis la professeure Niculita conclura avant la période de questions. Alors, je vous la présente immédiatement. Donc, Carmen Mihaela Niculita est professeure titulaire à l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT et titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 en traitement et gestion des eaux minières. Elle est ingénieure chimiste, titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en hydrogéochimie et environnement minier de Polytechnique Montréal. Ses expertises sont le traitement passif et actif des eaux de drainage et des effluents miniers, la biogéochimie environnementale en contexte minier, l'impact des eaux minières sur la qualité des eaux naturelles, la gestion des eaux minières et la restauration minière. Alors voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet webinaire. Mon collègue Éric Rosa et moi-même, on vous souhaite la bienvenue. On va alors débuter notre présentation par le plan. Un plan classique avec une courte introduction, la présentation du projet et de ses objectifs tant scientifiques qu'en formation du personnel hautement qualifié, des exemples de travaux réalisés, des résultats obtenus, quelques points sur l'avancement et le partage des connaissances, des retombées du potentiel du projet et conclusions et perspectives. Pour plus de détails pour le lien entre les mines et la contamination de l'eau, vous êtes invité de regarder d'autres webinaires qui ont été réalisés par le passé et sont disponibles sur le site de l'UQAT. Aujourd'hui, on va commencer la présentation tout de suite par vous présenter directement des contaminants majeurs spécifiques à l'industrie minière et leurs sources. Évidemment qu'on débute par le drainage minier, qui est un mélange d'acide sulfurique et de métaux en solution, éléments métalliques plutôt en solution, et qui peut avoir un pH acide, un pH neutre, un pH alcalin, une charge saline et d'autres types, avec plusieurs sources qui génèrent ce drainage minier. Un deuxième type de contaminant, ce sont les matières en suspension, relativement faciles à gérer, à traiter, et avec, une fois de plus, plusieurs sources de génération. Les cyanures, les dérivés et les composés azotés, qui sont en provenance surtout des explosifs et de l'extraction des métaux précieux tels l'or, l'argent,
Donc une dégradation incomplète des cyanures va générer ces composés azotés, surtout l'azote ammoniacal. Les collecteurs et les thiocelles, collecteurs utilisés pour la flottation, donc pour la séparation du minerai de la gangue, et les thiocelles qui sont des composés du soufre incomplètement oxydés entre la forme sulfure et la forme sulfate et qui sont associés à une acidité retardée des eaux minières. La salinité ou la charge minérale dissoute avec une provenance du traitement des minerais, du traitement des eaux, la recirculation, réutilisation des eaux, les agents de déglaçage qu'on ajoute pour continuer les opérations à l'hiver et d'autres. Et enfin, notre focus dans la présentation d'aujourd'hui sera surtout mis sur les contaminants pour lesquels de nouvelles connaissances se développent, tels les nouveaux contaminants comme les éléments de terre rares, des contaminants comme l'arsenic, le manganèse, la salinité pour lesquels de nouvelles connaissances se développent, et notamment les mélanges de contaminants. Les contaminants d'intérêt émergent, CIE en français, où on va aller avec l'acronyme anglais CEC, donc les Contaminant of Emerging Concern. Basé sur les discussions avec l'industrie minière pendant des années, on a classifié ces contaminants dans 4 groupes. On a d'abord les contaminants qui sont réellement nouveaux, comme les éléments de terre rares ou les contaminants pour lesquels les nouvelles connaissances se développent, comme on disait tout à l'heure. Un deuxième groupe appartient aux contaminants difficiles ou complexes à traiter, comme la salinité en cause d'une solubilité très très élevée, donc une charge importante souvent sur les eaux contaminées, ou les thiocelles qui sont présentes pas toujours en forte concentration, mais distribuées dans des très grands volumes d'eau. Les contaminants communs, tels l'arsenic, le cuivre, l'antimoine, pour lesquels les seuils sont toujours à la diminution, à la décroissance, surtout dans les environnements sensibles, et les fameux composés azotés, réglementés, mais contributeurs à la toxicité aquatique, surtout la forme d'azote ammoniacal et de nitrite, à faible concentration. Voici ici, très schématisé, le schéma qu'on peut prendre lorsqu'on commence avec un nouveau contaminant. On débute par des études très préliminaires, d'abord pour se mettre d'accord sur le seuil de toxicité de ce contaminant. Ensuite, on passe, une fois qu'on a identifié ce seuil, on passe au traitement, donc enlèvement, tant pour la concentration que pour sa toxicité, et optimiser les méthodes de traitement, pour enfin arriver à un traitement routinier où on a une toxicité seuil qu'on se donne comme objectif de traitement, avec des exemples de différents contaminants qui sont dans une catégorie ou l'autre. Depuis des années, on travaille sur les enjeux et les solutions potentielles à développer en traitement et gestion des eaux minières. Donc, on vous donne ici quelques exemples des enjeux et les solutions sur lesquelles on travaille ou on a déjà des solutions disponibles. D'abord, c'est la forte contamination, comme je disais tout à l'heure. On a le débit très élevé, on a des contaminants difficiles ou réfractaires, tels l'azote ammoniacal. Donc, première étape serait de prévenir la contamination. En gestion d'eau, ça serait comme la première mesure à prendre, de prévenir la contamination. Ensuite, de pré-traiter et réutiliser ou recycler l'eau. Ensuite, de passer à une dégradation rapide, tant à la température ambiante qu'à la température froide, dégradation complète des contaminants avec un suivi qui permettrait d'identifier les mécanismes responsables de l'enlèvement des contaminants, et enfin créer une contamination résiduelle minimale suivant le traitement, parce qu'il faut se dire, le traitement des eaux enlève des contaminants, mais peut laisser des charges résiduelles importantes de par l'ajout des produits chimiques lors du traitement. Les contaminants émergents et les mélanges d'eau et de contaminants, pourquoi on les voit comme problématiques? Parce que parfois il s'agit de faible concentration mais non conformité, parce qu'on a plusieurs contaminants qui sont présents dans le même effluent. Parfois on a aussi la conformité réglementaire physico-chimique mais pas
au niveau de la toxicité aquatique, qui elle aussi elle est réglementée. Donc la grande question, c'est comment accomplir les deux. Vous allez voir de par les exemples présentés qu'on a travaillé sur ces aspects. En ce qui concerne le traitement du polissage des eaux de drainage, pour la restauration des sites, souvent on a affaire avec des matériaux qui sont disponibles sur le site ou à proximité. Donc utiliser des matériaux résiduels ou des matériaux naturels sous-utilisés devient comme l'option la plus adéquate. Production des boues. On veut travailler avec des quantités faibles et avec des matériaux stables. Donc, on déplace notre contaminante de l'eau dans un solide, mais on veut avoir la facilité de gérer ce solide et de ne pas avoir de la lixiviation des contaminants à nouveau dans l'eau. Enfin, il s'agit d'une question de coût aussi, parce que souvent on parle de meilleures technologies disponibles, économiquement réalisables. Donc, des coûts raisonnables pour une efficacité et pour certaines contraintes respectées. On arrive alors dans les besoins en recherche appliquée avec une chimie complexe et persistante des contaminants multiples, avec des effets physico-chimiques et toxicologiques peu connus, surtout en ce qui concerne les effluents mélangés en provenance de plusieurs sources et les mélanges de contaminants appartenant à plusieurs groupes, avec des impacts potentiels sur le milieu récepteur qui sont toujours en évaluation et documentation progressive, avec des traitements conventionnels qui augmentent souvent la salinité. Donc, on a besoin de technologies de traitement applicables au domaine minier qui sont performantes, robustes et économiquement viables. Le projet en référence. Il s'agit d'un projet qui, à l'origine, devait durer 3 ans. Entre-temps, on avait la pandémie, donc on est arrivé à un projet étalé sur une durée de 6 ans, mais réussi, avec un budget total supérieur à $800 000, un peu plus, dont presque moitié des fonds du CRSNG et moitié des fonds des partenaires, incluant des contributions en nature, avec une équipe de réalisation des co-chercheurs, 3 de l'UQAT, Eric Rosa, Lucie Couder et moi-même, et un chercheur de Polytechnique Montréal, Gérald Zaguri, avec des collaborateurs de l'INRS à Québec, un écotoxicologiste Patrice Couture, un électrochimiste Olivier Lefebvre de National University of Singapore et 2 autres chercheurs de l'UQAT, Vincent Cloutier et Mérez Hermassi. Une équipe de réalisation de 12 PHQ, personnel hautement qualifié, comprenant 4 stagiaires, une maîtrise, 3 doctorats, 3 postdoctorats et un professionnel de recherche. Et enfin, des partenaires IM Gold, Mine Eleonore, Mine Raglan, Anico Eagle, la fonderie Horn qui a été impliquée dans une bourse MITAX pour la réalisation d'une des thèses de doctorat et le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Les objectifs du projet, l'ensemble du projet, évidemment que visait les contaminants d'intérêt émergents dans les effluents avec des sources et surtout toxicité mal connues, avec une composition chimique et variabilité peu documentée et avec un traitement complexe. Donc on s'est donné comme objectif, un premier objectif spécifique dans le projet de réaliser le suivi ou évaluer le suivi de la composition des effluents et de la spéciation des contaminantes. Ensuite, dans un deuxième objectif, de travailler sur des essais de traitabilité en utilisant des effluents synthétiques et réels. Et en lien avec ce deuxième objectif, le troisième objectif visait de réaliser la toxicité aquatique avant et après les essais de traitabilité afin d'être en mesure de évaluer l'impact potentiel sur le milieu récepteur. À la fin, on s'est retrouvé à réaliser finalement 3 projets de thèse. Vous les voyez identifiés, PhD 1, 2, 3. 3 projets de thèse qui étaient intégrés les 3 volets, les 3 objectifs du projet, mais avec une emphase sur 1 ou 2 objectifs. Les travaux réalisés, en ce qui concerne l'objectif numéro 1, sur le bilan géochimique des contaminants émergents dans les effluents miniers, on a débuté évidemment par l'identification de ces contaminants, par des caractérisations physico-chimiques approfondies et le traçage isotopique.
Ensuite, identifier les liens entre la toxicité des effluents et la spéciation des contaminants avec des interprétations des données de suivi historique, parfois des très grandes bases de données. Une modélisation géochimique pour des calculs sur les effluents réels et les mélanges contrôlés, pour enfin préparer ce qu'on appelait les solutions de référence, c'est-à-dire la composition qu'on devait viser pour les effluents synthétiques ou aller chercher des effluents réels pour utiliser dans la suite du projet, c'est-à-dire dans les travaux réalisés en lien avec l'objectif 2 et 3. Dans les travaux réalisés en lien avec l'objectif 2, ce qu'on appelait les essais de traitabilité, on utilisait des effluents synthétiques de substitution réelle, simple ou en mélange, en visant 3 groupes de contaminants communs, précipitables, on les appelait les éléments métalliques, donc relativement faciles à précipiter, des contaminants sensibles aux conditions redox, des contaminants à base d'azote, de soufre et les éléments métalliques, et séparables par d'autres procédés, par exemple la salinité, où on a fait quelques travaux préliminaires. Les procédés de traitement qu'on a testés pour leur faisabilité et les conditions optimales d'utilisation étaient physico-chimiques. On va vous présenter un peu les ferrates qui représentent des états d'oxydation avancés du fer entre fer 4 et fer 8, peu commun, où le fer 6 c'est le plus stable. On appelle ce groupe des oxydantes ferrates. Des procédés électrochimiques, électrophénton et électrocoagulation. En électrocoagulation, on travaille avec des électrodes sacrificielles de fer ou d'aluminium, et en oxydation avancée, ozonation à microbules. On ne va pas aujourd'hui discuter la filtration membranaire, où on a travaillé quelques essais préliminaires, comme je disais. En ce qui concerne l'objectif numéro 3, les essais de toxicité aquatique réalisés avant les essais de traitabilité et après, et utilisaient la toxicité aiguë sur un crustacé très commun, la puce d'eau, ou ce qu'on appelle Daphnia magna. Il s'agit d'un organisme d'eau douce. Donc on utilisait des contaminants métalliques uniques ou en mélange, binaire, ternaire, une fois de plus, vous avez la même liste qu'on voyait tout à l'heure, des contaminants azotés et métalliques, ou encore des contaminants soufrés. Et voici des exemples, une belle composition créée par notre ancienne doctorante Wijdan Lemouni, qui fait actuellement un stage postdoctoral à INRS. Donc, vous voyez à gauche les essais de toxicité aquatique. Donc, on utilisait les daphnies, vous voyez les aquariums avec la croissance de ces organismes. Et à droite, un peu schématisé, comment on faisait les essais par exposition individuelle, binaire ou ternaire, et enfin interpréter les résultats. Voici également quelques exemples des équipements utilisés qu'on a dans nos laboratoires. On commence par un pilote d'ozonation qu'on utilise régulièrement dans notre projet. Le dispositif, le petit réacteur électrophénton qui utilise 2 électrodes, un électrode de charbon et un électrode de diamant dopé au bord. Des essais avec les ferrates, avec des dosages contrôlés en fonction de nos besoins, et le petit réacteur d'électrocoagulation. Donc on travaille toujours à petite échelle, et voici la séquence des étapes du traitement. Cette fois-ci, c'est une compilation juste pour l'ozonation. Donc on commence avec échantillonnage et analyse physico-chimique et toxicité aquatique de l'effluent initial, correction du pH parce que dans les conditions optimales, on trouvait que le pH de 9 était optimal, réaliser les essais d'ozonation, donc barboter le gaz et faire le traitement des contaminants et retourner en échantillonnage pour confirmer l'efficacité et une fois de plus réaliser les essais de toxicité aquatique. Les conditions d'opération optimales, on ne peut pas vous les présenter aujourd'hui, il y a trop de détails. Les détails sont fournis dans des documents qui sont en accès libre, en mémoire de maîtrise, 3 thèses de doctorat et plusieurs articles de revues scientifiques. Merci beaucoup. Alors, pour la seconde partie du webinaire, nous accueillons Éric Rosa, professeur titulaire à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT. Il est également chercheur au sein du groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT.
Il détient un baccalauréat en géologie des ressources. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de la Terre de l'Université du Québec à Montréal et d'un doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal en co-tutelle avec l'Institut de physique du Globe de Paris. Ses expertises sont l'hydrogéologie et l'hydrogéochimie environnementale. Voilà, à vous la parole. Merci Marie-Ève, merci Carmen. Donc, j'ai le privilège de vous présenter aujourd'hui des exemples de résultats qui ont été obtenus en lien avec le premier objectif du projet introduit par Carmen. Et puis, disons pour les diapositives qui suivent, les principales données qui vont être présentées proviennent des travaux de thèse de l'étudiant Sébastien Risky. Puis ça concerne un site minier qui se trouve sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, donc c'est une mine active. Et puis le contexte est important à considérer là, pour comprendre la portée des résultats. Donc on parle d'une région avec une saisonnalité qui est marquée, et puis c'est un site qui a fait l'objet d'une caractérisation géochimique qui est exhaustive. Puis c'est un site au sein duquel la gestion des eaux en amont du point de rejet de l'effluent final vers l'environnement comporte plusieurs points de mélange. Donc, ce que vous voyez sur l'image ici, chaque encadré représente une composante de l'environnement minier. Donc, il y a des aires d'accumulation de rejet, il y a certains bassins d'accumulation d'eau ou de recirculation des eaux. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en plusieurs points sur le schéma, il y a des convergences de flux qui génèrent des mélanges. Puis une partie du travail qui a été réalisé en lien avec l'objectif 1 du projet, c'était de comprendre comment les mélanges allaient affecter la composition géochimique des eaux le long du chemin d'écoulement avant le rejet de l'effluent final. Au niveau du site à l'étude, les débits sont mesurés par une approche physique, c'est-à-dire mécanique. Donc, c'est un avantage, ça permet de documenter les quantités d'eau qui alimentent les mélanges. Un souci, toutefois, c'est que les données physiques de débit ne vont pas permettre de quantifier directement certains flux qui sont importants dans le cycle hydrologique, comme par exemple l'évaporation, la dilution par les précipitations, les phénomènes d'infiltration. Donc, dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée, on a aussi fait des analyses isotopiques sur les isotopes stables de la molécule d'eau. Faut savoir que c'est une technique qui est relativement simple du point de vue opérationnel sur le terrain et puis qui est peu onéreuse. Et puis, les données isotopiques de la molécule d'eau sont utiles parce qu'elles vont nous permettre de quantifier des phénomènes comme par exemple l'évaporation, mais aussi de documenter des processus hydrologiques comme par exemple des phénomènes de mélange. Donc, ce que vous voyez sur le graphique ici, vous avez les compositions isotopiques donc, de l'oxygène qui sont rapportées en ordonnée, et puis les compositions isotopiques de l'hydrogène, de l'oxygène qui sont rapportées en abscisse, et puis de l'hydrogène qui sont rapportées en ordonnée. Le trait que vous voyez, le pointillé en bleu ici, c'est ce qu'on appelle la droite des eaux météoriques locales. Donc, toutes les précipitations qui vont tomber sous forme de pluie ou de neige au sein de notre région vont avoir tendance à s'aligner le long de la droite des eaux météoriques locales, avec les neiges en hiver qui ont des compositions isotopiques plus appauvries en isotopes lourds, et puis les pluies d'été qui vont avoir des compositions isotopiques moins appauvries en isotopes lourds. Si vous regardez la disposition des points pour les échantillons qui ont été collectés sur le site à l'étude, ce que vous constatez, c'est que les données s'enlignent le long d'une droite qui se trouve à être sous la droite des eaux météoriques locales, avec une pente qui est inférieure à celle de la droite des eaux météoriques locales. Donc, ce type d'observation-là, c'est commun pour un site qui est soumis à une évaporation qui est marquée. Et puis, disons, sans entrer dans les détails, plus on se déplace le long de la droite en rouge ici vers la droite, plus on se trouve à être au niveau de zones qui ont subi des effets marqués de l'évaporation. Donc, ça nous donne un outil qui nous permet aujourd'hui, avec des systèmes d'équations, de quantifier les taux d'évaporation sur réalimentation dans un schéma d'écoulement de l'eau au niveau d'une mine. En plus de ça, les données isotopiques vont nous permettre aussi d'évaluer des ratios de mélange puis de venir complémenter les données de débit, par exemple, qui auraient été mesurées de façon physique avec
des mesures de débit direct. Par exemple, si on a échantillonné les eaux à différents points le long d'un schéma d'écoulement, puis on a la composition isotopique qui est mesurée, on peut utiliser les isotopes stables de la molécule d'eau comme des traceurs conservateurs dans les processus de mélange. Si on arrive à corriger des effets qui vont être imposés, par exemple, par l'évaporation ou la dilution des eaux lors des phénomènes d'écoulement. Donc, ça nous donne un outil additionnel pour venir contraindre les mélanges. Et puis, la question des mélanges est importante lorsqu'on s'intéresse aux contaminants d'intérêt émergent. C'est un thème que Carmen a introduit un petit peu plus tôt, puis c'est un thème qui a été abordé très en détail dans le cadre de la thèse de Sébastien Risky. L'objectif des travaux qui ont été réalisés dans ce contexte-là, c'était d'évaluer si on est en mesure d'estimer les compositions chimiques que vont avoir des mélanges d'eau. Et puis ensuite, on peut comparer nos estimations avec des mesures qui sont faites soit sur le terrain ou en laboratoire. Et puis pour faire nos estimations, bien, on a utilisé le logiciel FreeXC avec la base de données Watec KATEF. Donc on retourne au schéma d'écoulement du site là, que vous voyez rapporté ici sur la diapositive. Et puis, lorsqu'on s'intéresse au mélange, on peut faire des échantillonnages sur le terrain, aller faire des mesures physico-chimiques et puis des prélèvements à différents endroits pour documenter les mélanges. Mais on peut aussi travailler en laboratoire, comme par exemple avec des contenants au sein desquels on va imposer des mélanges avec des ratios de mélange qui sont connus. Puis l'avantage en laboratoire, c'est que ça nous permet de travailler avec des conditions qui sont plus contrôlées. Donc, dans les prochaines diapositives, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut observer au niveau des expériences de mélange qui ont été réalisées au laboratoire. Puis ce que vous voyez ici, c'est des contenants au sein desquels on peut voir les eaux ici du côté gauche le jour du mélange, donc immédiatement après le mélange dans les proportions désirées. Ensuite, vous avez les eaux ici qui sont au jour 17 suite au mélange. Et puis, vous avez plus à droite des analyses minéralogiques qui ont été réalisées sur les solides. Donc, en termes d'observation, bien, il y a des échantillons d'eau qui ont été prélevés au jour du mélange et puis après un certain délai d'équilibration après le mélange. Et puis, on a observé qu'il y avait une diminution marquée de la concentration de certaines substances dissoutes. Puis on voit aussi qu'il y a la formation de précipités, ou du moins il peut y avoir aussi la sédimentation de matière qui était en suspension, parce qu'on voit clairement une accumulation au fond de nos contenants. Puis lorsqu'on réalise des analyses minéralogiques, bien, il y a une possibilité d'aller identifier certaines des phases qui se sont retrouvées au fond de notre contenant. Maintenant, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce système-là, une stratégie qu'on peut utiliser, c'est la modélisation inverse. Puis lorsqu'on fait un modèle inverse, comme par exemple on peut le faire avec FreeXC, ce qu'on tente de faire, c'est retrouver la composition chimique de l'eau du jour 1 à partir de la composition chimique de l'eau qui a été mesurée plus tard, donc ici au jour 17, en faisant intervenir des phases minérales solides qui sont susceptibles d'être au contact de nos eaux. Puis ce que le modèle inverse fait, c'est qu'il va fournir une gamme de solutions mathématiques qui nous permettent d'estimer, par exemple, la quantité de minéraux qui vont avoir précipité ou qui vont être passés en solution pour expliquer l'évolution de la composition chimique de l'eau. Donc cet outil-là, il est pertinent pour comprendre les phénomènes de mélange, puis aussi éventuellement pour comprendre comment des contaminants, dont les contaminants émergents, peuvent être temporairement séquestrés dans des phases qui précipitent lorsqu'il y a des mélanges. Par contre, pour arriver à utiliser de façon optimale la modélisation géochimique dans le contexte qu'on l'a développé ici pour le projet, je pense qu'il reste beaucoup de travail à réaliser. Et puis ce travail-là devrait, à mon avis, cibler la réduction des incertitudes sur les données. Vous avez par exemple ici une image qui montre l'évaluation du bilan ionique sur un jeu d'échantillons qui a été utilisé dans le cadre du projet. Puis ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même on a une médiane de 4 % avec plusieurs échantillons qui sont à l'intérieur d'une barre d'erreur de 10 %, ce qui peut être acceptable pour la réalisation de certains des calculs dont on a besoin. Mais on voit aussi beaucoup d'échantillons qui ont des erreurs de bilan ionique qui sont beaucoup plus élevées.
Donc ça, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bien, il peut y avoir, par exemple, des erreurs dans les calculs de spéciation, par exemple, pour le fer ou l'aluminium, notamment pour nos échantillons qui ont des pH plus faibles. Il peut y avoir des erreurs lors des mesures de terrain lorsqu'on prend les paramètres physico-chimiques in situ, comme le pH ou le potentiel d'oxydoréduction. Si on n'a pas les bonnes valeurs, forcément, nos calculs de spéciation vont être erronés, puis nos estimations de bilan ionique vont aussi être erronées. Puis il peut aussi y avoir des enjeux qui sont liés à la filtration et puis à la présence de colloïdes. Puis je pense que la question des colloïdes est particulièrement importante pour les questions qui nous concernent en environnement minier. Donc, si on regarde la littérature, ce qu'on constate, c'est que les colloïdes dans les eaux naturelles, habituellement, sont composés surtout de substances organiques ou d'oxyde et d'hydroxyde de fer-manganèse. Donc, qu'est-ce que c'est les colloïdes? C'est qu'en fait, entre les cailloux, la phase particulière ou en suspension, puis la phase réellement dissoute, dans la nature, il y a tout un continuum de particules. Donc, les colloïdes se trouvent ici entre la phase qui est réellement dissoute et puis la phase qui est dite particulière. Lorsqu'on fait des filtrations sur le terrain ou en laboratoire, il y a une convention, ça va être d'utiliser des membranes de filtration à 0,45 microns ou à 0,22 microns. Quand on fait ça, bien, on vient enlever une partie des matières en suspension, mais forcément, il va y avoir des colloïdes qui vont passer les cartouches de filtration qu'on utilise. La bouteille d'eau qu'on va prélever pour les analyses des cations, des métaux métalloïdes, habituellement, ce qu'on va faire pour la conserver, c'est qu'on va ajouter un acide. Et puis, avec l'acidification, ce qui peut arriver, c'est que certains colloïdes qui ont passé la membrane de filtration pourraient passer en solution, puis ça pourrait, à mon avis, mener à une surestimation des charges cationiques dans nos échantillons. Ça reste un thème à explorer, mais il y a certains travaux qui ont été faits qui ont été réalisés par une étudiante du groupe, Marwa Asifi, qui a travaillé sur des eaux qui sont riches en matière organique, qui ont été prélevées sur un site minier, sur un milieu humide qui est à proximité immédiate d'une fosse qui est en opération là, sur un site minier de la région. Dans ces travaux, Marwa a réalisé des cascades de filtration où est-ce que les échantillons ont été filtrés d'abord à 0,45 microns, puis ensuite à travers une série de cartouches qui nous amènent jusqu'à une cartouche de 3 kg Dalton. Donc, plus on s'en va vers la droite dans le graphique, plus la taille des particules qui vont franchir les membranes est petite. Donc, la phase réellement dissoute dans les graphiques que vous voyez ici, ça correspond à ce qui passe la membrane à 3 kg Dalton. Tout ce qui se trouve entre 0,45 microns et 3 kg Dalton fait partie de la phase colloïdale. Bien, ce qu'on peut voir sur les graphiques ici, pour l'échantillon qui est rapporté, c'est qu'il y a une grande partie du fer puis une grande partie du néodyme qui se retrouve à être sous forme colloïdale et non sous forme dissoute. Ça, c'est drôlement important parce que lorsqu'on va faire des calculs de spéciation géochimique, on va souvent considérer les espèces dissoutes. Donc, ce type d'observation-là devrait nous appeler à revoir en partie notre façon d'utiliser la modélisation géochimique. Je m'arrête ici pour la partie relative à l'objectif 1 de notre étude et puis je redonne la parole à Carmen pour une synthèse des résultats relatifs aux objectifs 2 et 3 de notre étude. Merci beaucoup, professeur Rosa. Alors, la période de questions arrive bientôt. Je vous invite à préparer vos questions. Maintenant, je cède la parole à la professeure Nicolita. Pour ce qui est des résultats obtenus en lien avec l'objectif 2, les résultats seront présentés par type de traitement avec l'efficacité du traitement, donc l'enlèvement des contaminants et la détoxification en ce qui concerne l'objectif 3. Donc, certains travaux qu'on a réalisés depuis 2014 avec Sébastien Riski durant sa maîtrise nous ont permis de trouver les conditions optimales de traitement pour l'ozonation en microbules. Vous avez vu plus tôt le pilote d'ozonation qu'on a dans nos laboratoires. Donc en pH de 9, on arrive à l'intérieur de 2 heures à enlever plusieurs contaminants de manière efficace avec une efficacité allant jusqu'à 99%. Dans les exemples qu'on utilisait, on avait les composés azotés avec
plein de précurseurs et les métaux dans les eaux minières froides. Vous allez avoir l'exemple des 5 effluents réels. Pourquoi c'est important de spécifier les eaux froides? Parce que justement l'ozonation à microbulle est peu affectée par la température, parce que durant l'ozonation, la température de l'eau augmente, ce qui nous oblige parfois même à garder sous contrôle et à diminuer cette température. Voici les 5 effluents réels. Je ne vais pas discuter en détail le tout. On a, avant le traitement, je vais vous montrer l'exemple d'un premier effluent où on a l'azote ammoniacal, on a le nitrite, on a ce qu'on appelle cyanate, OCN, thiocyanate, SCN, on a des cyanures libres, on a le cuivre, le fer, le manganèse et le zinc. Et un deuxième effluent où on a juste l'azote ammoniacal et un peu de manganèse. Alors, suivant le traitement, qu'est-ce qu'on trouve sur le premier effluent? On trouve diminution de la concentration d'azote ammoniacal et il faut savoir que le OCN, le SCN, le CN se transforment d'abord en azote ammoniacal avant que l'azote ammoniacal soit traité. Donc malgré tout, il n'y a plus de OCN, il n'y a plus de CN, il n'y a plus de SCN, mais on a même diminué la concentration d'azote ammoniacal. Également, on a pu traiter le cuivre, on a pu traiter le fer, un peu de fer. Le manganèse, il n'y avait pas beaucoup. En ce qui concerne le zinc, je reviens dans un instant sur cette concentration un peu plus élevée que dans l'effluent non traité. En ce qui concerne le deuxième effluent, comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'azote ammoniacal et tous les métaux ont été traités qui étaient présents. En ce qui concerne le premier effluent, une légère augmentation de la concentration du zinc. Dans d'autres essais réalisés plus tard, on a pu constater que durant les essais d'ozonation, certains métaux qui sont incomplètement oxydés peuvent s'oxyder, peuvent produire des nanoparticules et ces nanoparticules passent à travers les membranes utilisées comme Eric expliquait plus tôt et durant les analyses, on les dissout et ils sont mis en évidence. En ce qui concerne la détoxification des effluents, dans la thèse de Sébastien, on a travaillé sur des mélanges des effluents. Et puisqu'on avait besoin d'un pH de 9, la question était, est-ce qu'on augmente le pH à 9 et on fait l'ozonation tout de suite? C'est ce qu'on a fait dans la première situation. Vous pouvez voir les précipités rouges, très belle couleur. Mais si vous regardez ici à droite, les effluents demeuraient toxiques malgré l'enlèvement des contaminants oxydables parce que les nanoparticules créées durant l'oxydation avancée par ozonation représenter une source de toxicité. Alors que si on enlevait les précipités, comme vous pouvez voir dans les images en bas, et ensuite appliquer l'ozonation microbule, on arrivait à traiter la toxicité, donc enlever la toxicité, mais il faut savoir que cette fois-ci, on parle de 2 étapes de traitement. Toujours dans la note de détoxification des effluents, avec la problématique soulevée un peu plus tôt dans le début de la présentation, sur la conformité physico-chimique, mais pas en termes de toxicité aquatique de certains effluents, liés à la spéciation et aux interactions entre les contaminantes. Voici une étude canadienne publiée en 2023 où on voit plusieurs effluents industriels qui sont conformes au niveau physico-chimique, mais pas en termes de toxicité aquatique. Pour répondre à ces besoins et à ce questionnement, la solution potentielle, pour trouver une solution, on est allé chercher 8 effluents réels. Donc on a ici 5 effluents qui étaient ceux-ci 2 et c'est les 3 derniers qui étaient toxiques avant les essais de traitabilité et 3 qui n'étaient pas toxiques, sur lesquels on a fait l'oxydation avancée. Et on peut constater avec les barres en bleu après traitement que sur l'ensemble des effluents, suivant l'ozonation, la toxicité a diminué. Au point où les 3 derniers effluents, on les a même traités pour leur toxicité aquatique. Donc, alors qu'au niveau de la conformité, ces effluents étaient conformes physico-chimiquement même avant les essais. Pour les 2 premiers effluents, on n'a pas réussi à traiter la toxicité. On la voit, elle est supérieure à 50% de mortalité comme la loi l'exige, donc pour qu'elle soit considérée toxique, ces effluents, à cause d'une salinité très importante. Le traitement qu'on appliquait n'était pas censé de traiter la salinité qui est toxique pour un organisme d'eau douce, comme disait la Daphné.
D'autres types de procédés de traitement. Le procédé électrofenton, en termes d'efficacité de traitement sur 2 effluents réels, cette fois-ci, on a affaire avec des composés à base de soufre. On disait un soufre incomplètement oxydé, ce qu'on appelle thiocell. L'exemple en référence, c'est le thiosulfate. Donc, on a un effluent, des effluents réels, 2 effluents réels, un effluent qui a presque 220 mg par litre de thiosulfate, l'autre a presque 60 mg par litre de thiosulfate. Donc un peu pas d'alcalinité dans le premier, un peu d'alcalinité dans le deuxième, de la salinité dans les deux. Et ce qu'on voit ici, on voit la concentration avant le traitement et après le traitement, et on voit également la diminution de pH. Qu'est-ce qu'il arrive durant le traitement avec ce composé qui semble complexe, il se transforme en acide sulfurique. Donc c'est normal que le pH diminue. On voit que pour les 2 effluents, on se retrouve à un pH final de 2,5 ou 3. Donc même après l'enlèvement, donc ce qui représente une bonne nouvelle en réalité parce que ce pH peut être corrigé une fois, mais notre effluent est stable alors que tant que ces composés sont présents dans notre effluent, l'effluent est toujours instable et il présente une source d'acidité retardée. Donc en termes de détoxification, sur les 2 effluents, on voit que le premier était sur le bord de non-conformité pour la toxicité avant le traitement, mais il n'est le plus après le traitement. Et le deuxième était carrément toxique et il n'est plus après le traitement. Pour ce type de procédé, on est allé chercher les sources des coûts. Donc, et on a constaté que les sources principales sont l'électrode de diamant dopé au bore, que vous voyez ici sur les barres en gris, et la source d'électricité, parce que c'est un procédé électrochimique. Donc on a le Canada avec l'hydroélectricité, on a le nord du Québec avec l'électricité diesel, et on a les États-Unis. Si vous regardez en termes de coût en dollars par mètre cube, vous voyez une très grande différence. Donc les résultats présentés largement dans le mémoire de maîtrise de Jennifer Dubuc montre clairement que le coût des électrodes peut représenter une limite, également la consommation énergétique, surtout si on la compare à d'autres procédés disponibles comme les ferrates, comme l'ozone en microbulle ou le classique peroxyde d'hydrogène. En ce qui concerne l'électrocoagulation et les ferrates, l'efficacité sur les effluents réels, vous voyez ici un peu, on a électrocoagulation arsenic, électrocoagulation manganèse. On voit que pour le manganèse, on a un peu moins d'efficacité, tant pour les effluents synthétiques que les effluents réels. Ce qui arrivait dans ce cas, c'était la formation d'un film de passivation sur nos électrodes qui affectait l'efficacité. En ce qui concerne la détoxification, on a trouvé que les traitements n'ajoutaient pas de la toxicité, que ce soit l'électrocoagulation ou les ferrates, et on n'avait pas donc des soucis de transformer nos contaminants dans d'autres formes plus toxiques. Pour ce type de traitement, puisqu'il y avait précipité métallique, on est allé voir un peu la stabilité des boues produites. Donc en fin de traitement, que ce soit arsenic, manganèse, on voyait que les ferrates produisaient un peu plus de boues que l'électrocoagulation et qu'on avait des particules homogènes en électrocoagulation, comme vous pouvez voir ici, versus particules un peu plus hétérogènes en ce qui concerne les ferrates. En termes d'avancement des connaissances, en recherche fondamentale et potentielle d'innovation technologique, le projet a permis d'améliorer et adapter des approches de caractérisation des eaux minières, surtout pour les cas de mélange, soit des effluents ou encore des contaminantes. Caractériser et traiter par des procédés avancés des contaminants classiques et émergents, prouver la performance, et j'insiste un peu sur le terme performance qui englobe l'efficacité, c'est-à-dire la concentration de notre contaminant à l'entrée du système de traitement versus la sortie exprimée en pourcentage. On dit un traitement est efficace, mais ce n'est pas tout. Il faut que ce soit performant, c'est-à-dire on doit également ajouter à notre évaluation, la conformité réglementaire de l'effluent traité, la contamination résiduelle laissée dans l'eau traité, la stabilité et la quantité de boues produites,
souvent même les coûts de plusieurs procédés chimiques et électrochimiques, et simuler et comprendre le devenir des contaminants et le lien physico-chimie versus toxicité de plusieurs types d'effluents. En ce qui concerne les contributions académiques, on parlait de 12 PhQ, donc 4 stagiaires, Florence Laflamme, Nourhen Jouini, Marie Pajot et Naïma Abbassi, une maîtrise Jennifer Dubuc, 3 doctorats, Sébastien Risky, Rim Safira, Oujdan Limouni, vous voyez les belles photos en fin des études de nos diplômés, 3 postdocs, Marouane Jouini, Kolira Kotonimaro, Dimitri Ubersveld, et un professionnel de recherche, Étienne Bélanger. Avec la diffusion et le partage de connaissances, on a déjà spécifié plusieurs documents sont disponibles en accès libre. Pour les utilisateurs potentiels des résultats de recherche en traitement et gestion des eaux minières, on a pu avancer sur l'identification et la classification des contaminants d'intérêt émergents avec l'emphase sur les mélanges. J'insiste sur cet aspect. Modélisation géochimique permettant de simuler et potentiellement prédire la qualité des eaux de mélange, tant pour la spéciation que le devenir des contaminants. Possibilité de traiter des mélanges d'effluents et des contaminants avec des procédés d'oxydation avancés, tant pour la conformité physico-chimique que la toxicité aquatique. Identifier les problématiques de toxicité associées à des particules extrêmement fines, nanoparticules, surtout en fin de certains types de traitements. Et travailler sur une gestion optimale et responsable des eaux afin de privilégier le recyclage et la réutilisation plutôt que le traitement en continu, surtout en contexte de changement climatique. Pour la société, les retombées à plus large, on parle d'une création, le transfert, la diffusion de nouvelles connaissances permettant le financement de la recherche, le transfert technologique, l'attraction de nouvelles ressources, développement d'un pôle d'excellence en environnement minier et en traitement et gestion des eaux minières à l'UQAT, développement des cours à tous les cycles d'études, formation du personnel hautement qualifié, le rayonnement de l'UQAT et de la région, et évidemment cette formation de main-d'œuvre avec des postes occupés dans la fonction publique, entreprises minières, firmes de consultantes et le système académique au Canada et à l'international. Pour arriver à la conclusion qui dit que les connaissances utiles, on pense, ces connaissances sont utiles pour la gestion optimale et responsable des eaux minières, privilégier le recyclage, la réutilisation plutôt que le traitement, surtout en contexte de changement climatique, et développer en continu des stratégies permettant la prévention de la contamination de l'eau, ainsi que de récupérer une valeur en aval, pour nous permettre de poursuivre la recherche, pour travailler sur la mise à l'échelle de certains procédés déjà développés, et en traitement et gestion des eaux, formation de PHQ et continuer les efforts dans la caractérisation juste des eaux minières et créer une base de données partagée pour le lien entre la qualité physico-chimique et la toxicité aquatique. La liste de références, comme on disait, les articles scientifiques, et on vous remercie sincèrement de votre attention. Merci beaucoup, professeur Nicolita. Alors, j'invite le professeur Rosa à se joindre à nous pour la période de questions. Voilà, tout le monde est bien là. Super. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions via l'outil questions-réponses. On commence. On a déjà une première question. Alors, y a-t-il des développements intéressants, voire considérables, concernant les matériaux d'électrode qui pourraient favoriser la viabilité économique du procédé électro-Fenton? Merci de votre question. Donc, les 2 électrodes qu'on a testées présentement et qui semblent les plus efficaces, donnant les meilleures efficacités de traitement, sont une électrode de charbon et le diamant dopé au bore. Je sais qu'il y a des travaux dans la littérature. Je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse précise pour trouver des alternatives prometteuses et intéressantes, mais à ma connaissance, ce BDD, comme on l'appelle, Bore Doped Diamond, reste le plus efficace et permettant la meilleure performance du traitement. Parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que les nanoplastiques et plus largement les nanoparticules peuvent être considérés comme des contaminants émergents dans les eaux minières? Et si oui, existe-t-il des méthodes de traitement connues? Où sont-elles à développer? Encore de la recherche.
C'est toujours... On aime ça quand même. C'est ça, c'est une question. Donc, effectivement, c'est une question qu'on se pose tous. On a quelques travaux préliminaires à l'IRM. Selon une revue de littérature que j'ai fait récemment, il paraît que les particules de plastique, micro et nanoparticules, sont présentes partout dans les zones naturelles et même dans nos organismes, à savoir. En ce qui concerne les eaux minières, il y a relativement peu de travaux qui ont été réalisés. J'ai à l'esprit une étude qui a été réalisée en République tchèque que j'ai pu consulter, où les autres évaluaient la concentration de ces matériaux micro et nanoparticules de plastique dans des mines déjà fermées et dans des puits qui étaient échantillonnés tout autour des sites miniers, et ils ont trouvé partout des particules de plastique. Donc, elles sont là. On le sait, elles sont là, mais en ce qui concerne le traitement, parfois, on les associe avec ce que j'appelais dans la présentation matière en suspension. Donc la façon simple, c'est soit de filtrer l'eau, soit de les agglomérer, produire avec des flocculantes coagulantes, et ensuite les décanter et finalement séparer l'eau. Donc si on arrive à les traiter, on peut également les détruire, mais ça demande beaucoup plus d'infrastructures et beaucoup plus de sciences. Mais pour les eaux, en général, au muséum municipal, il y a beaucoup de recherches, un peu moins sur les eaux minières. OK, parfait. J'ajouterais peut-être pour le cas spécifique des eaux souterraines, je pense qu'il va falloir imaginer aussi des façons de mieux développer les futures infrastructures de suivi. Parce que potentiellement, là, dans les puits d'observation, les piézomètres, il peut y avoir utilisation de tubages en plastique, soit pour l'infrastructure elle-même, les crépines, ou l'utilisation de tubages en plastique pour aller faire des prélèvements, des échantillonnages. Donc à ce moment-là, on peut venir, dans le cas par exemple des nanoplastiques et puis de plusieurs contaminants émergents, on pourrait venir nous-mêmes contaminer notre échantillon avec notre infrastructure de suivi. Donc, c'est probablement quelque chose qui va être à réfléchir vraiment au moment de l'installation des puits et piézomètres, si c'est dans la perspective d'analyser des contaminants émergents comme les microplastiques, de faire particulièrement attention de ne pas les introduire nous-mêmes. Oui, c'est ça, donc d'avoir du matériel qui est exempt de contamination. Ça existe déjà sur le marché? C'est le verre. Le plastique vert, c'est ça. C'est des bouteilles en verre, c'est des filtres en verre. On utilise tout en verre. Des tubages en acier, mais s'assurer aussi que toute la procédure de forage, d'installation, d'échantillonnage évite l'utilisation de plastique. C'est pas simple. C'est très, très... ça reste un fléau, les nanoplastiques, là, mais c'est tout à réfléchir tout le long de la chaîne, effectivement. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai une autre question qui est peut-être un peu quand même une grosse question. Pouvez-vous nous résumer les méthodes classiques de traitement actif des eaux minières acides? Les méthodes classiques. Un résumé. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on vise dans ces eaux. Donc, s'il s'agit carrément d'un drainage minier, comme je disais, s'il s'agit du fameux drainage minier acide, le DMA, donc on parle ici d'une solution de l'acide sulfurique mélangé avec des éléments métalliques dissous. Donc, si on a clairement compris cette définition, donc cette solution peut être plus ou moins concentrée. On sait qu'on a le pH qui est problématique, les éléments métalliques et les sulfates. Donc, on peut aller... Première chose, c'est augmenter le pH. Une fois qu'on a augmenté le pH, on a déstabilisé les métaux, on les a transformés en solides. Donc, plein de métaux vont précipiter. Maintenant, ça dépend avec quoi on augmente le pH. Parce que si on utilise une base très, très puissante, on peut rapidement augmenter le pH, mais on forme plein de particules fines. Ce n'est pas voulu. Le traitement est rapide, mais ce n'est pas voulu comme l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potasse, des bases puissantes. Alors, dans l'industrie, on travaille plutôt avec des bases un peu moins puissantes, hydroxyde de calcium, carbonate de calcium, pour avoir des cinétiques plus lentes, mais des flocs plus importants qui vont décanter facilement. Donc, on augmente le pH. On précipite les métaux. Si on utilise des produits à base de calcium, le calcium va également précipiter le sulfate.
en formant le sulfate de calcium ou le fameux gypse. Donc on enlève par précipitation les métaux, les métalloïdes, le sulfate et on augmente le pH. Les procédés, on parle souvent de boue haute densité. C'est le procédé le plus utilisé, le plus commun. Okay. Donc c'est le procédé chimique. On forme une boue assez stable qui souvent est même recirculée pour favoriser la précipitation. Oui? C'est ça. Okay. Donc, et pour augmenter le pourcentage du solide, parce qu'autrement, okay, on se retrouve avec 30% de solide, ce qui représente beaucoup d'eau qui est entrapée dans nos boues. Donc, à la place, on essaie d'augmenter le pourcentage du solide. Et il y a même des sites qui peuvent aller à filtrer le surnageant pour récupérer encore plus d'eau, parce qu'il y a les boues, mais ce qui nous intéresse, c'est récupérer l'eau. Donc, si sur les sites actifs, s'il s'agit des sites, il y a d'autres procédés biologiques, il y a des procédés par ajout d'une sulfure de sodium qui précipite directement des composés extrêmement stables, parce qu'une fois qu'on a produit la boue, on se questionne sur la stabilité de cette boue. Okay. Donc si on utilise le procédé le moins coûteux, parfois la boue, elle est très vulnérable à des variations de pH. Donc, dès que le pH change, on peut relixivier ce qu'il y a dans la boue. Donc, dans le sens qu'elle va se désagréger différemment? Okay. Recommencer à lixivier des contaminants va servir comme source de contamination. Ce qu'on ne veut pas, évidemment. On ne veut pas. Donc, si on va dans les procédés un peu plus complexes, comme chemsulfide, biosulfide, développés par des consultantes en Colombie-Britannique, ça coûte plus cher et il y a des minières qui utilisent ces procédés parce qu'on précipite des formes plus stables et parfois, s'il s'agit des contaminants, un seul contaminant dans notre effluent, parfois se précipiter, on peut le réutiliser pour réextraire une valeur. Donc récupérer une valeur à partir des boues. Ce qu'on appelle la valorisation. C'est ça. Okay, fermer la boucle. Fermer la boucle. Fermer la boucle, exact. C'est ça. Donc si on identifie les contaminants, on se donne un objectif de traitement et ensuite on trouve les solutions. Parfait. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Quel traitement de polissage recommanderiez-vous d'ajouter pour les effluents qui sont restés toxiques après traitement par le procédé d'ozonation à microbulles? Donc, traitement de polissage. Oui. Effectivement. Probablement que ce qu'il nous resterait serait un traitement membranaire. Cette fois-ci, parce que donc, au préalable, on a enlevé les particules en suspension. Par précipitation, on a enlevé certains métaux en jouant sur la chimie de l'eau. Ensuite, on a appliqué les procédés oxydation avancée. Donc, on a détruit les contaminants sensibles aux conditions redox et on est resté dans l'eau avec la charge la plus soluble qui peut être la salinité. Donc cette salinité, elle peut engendrer de la toxicité pour les organismes d'eau douce, simplement parce que les eaux sont salines. Exactement. Et donc comment on va faire ça? Donc le traitement membranaire ou d'autres façons de traiter la salinité par évaporation de l'eau. Si on veut récupérer l'eau, on fait le traitement membranaire. Si on veut juste séparer ce solide, donc la saumure, donc on peut faire un traitement soit thermique, soit par ventilation, juste pour évaporer l'eau. C'est le fun de voir qu'il y a des options. Oui, il y a des options. Parfait. Alors, on a le temps pour une dernière question. Donc, est-il possible d'utiliser le traçage isotopique pour évaluer si l'une des sources de l'azote ammoniacal est plus complexe à enlever par les procédés de traitement? C'est une question qui est pas simple à répondre. Ce qu'on a vu dans des études qu'on a réalisées dans notre groupe sur un site minier actif ici en région, c'est qu'on pouvait utiliser les isotopes de l'azote, surtout pour tracer les transformations des composés azotés dans le schéma d'écoulement à l'échelle d'une mine. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'identifier les principales réactions via lesquelles il va y avoir transformation des différentes espèces azotées. Donc oui, à mon avis, ça peut fournir une information sur, par exemple, les défis de traitement associés aux substances azotées, parce qu'on va mieux comprendre d'où elles viennent puis comment elles se sont transformées en amont du traitement.
Par contre, ça reste à l'état plutôt embryonnaire, les études sur le traçage isotopique des composés, par exemple, d'azote ou de soufre à l'échelle des sites miniers. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail d'optimisation à faire pour être capable de bien départager les réactions chimiques, inorganiques, les réactions biologiques qui causent les transformations. Naturel, c'est ça. Éventuellement, peut-être même être capable d'utiliser ces réactions-là pour faire un pré-traitement dans la gestion des eaux en amont du point de traitement. Donc, ça serait un beau projet de recherche. C'est un travail qui, à mon avis, doit se développer avant que ça puisse être utilisé vraiment de façon routinière par les partenaires miniers. OK. Oui, parfait. Bon, super. C'était très, très, très intéressant. Alors voilà, c'est ce qui termine la période de questions. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Donc, l'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites au webinaire et rendu disponible sur le site Web. Une attestation de présence peut également vous être envoyée si vous le souhaitez. Alors voilà, je remercie mes conférenciers pour votre participation. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Notre prochain rendez-vous est le 22 avril où nous accueillerons Adrien Dimèche avec sa conférence qui a pour titre « Évaluation multi-échelle de la précision de la teneur en eau volumique estimée à l'aide de la tomographie de résistivité électrique dans les résidus miniers ». Voilà. Alors c'est un rendez-vous. On se voit le 22 avril. Bonne journée. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.